Ouais. Alors Fanny m'a magnifiquement présenté, donc je m'appelle Karl, je suis professeur de philosophie dans un lycée à côté de Nantes. Je dirais que mon métier, comme tous les métiers, peut se résumer à une perpétuelle course contre le temps. Il y a l'angoisse de ne pas terminer le programme avant la fin de l'année pour le bac. Il y a toujours, ça commence à partir d'avril, les élèves qui viennent vous voir « Mais monsieur, vous croyez qu'on va finir le programme ?» « Oui, bien sûr, pas de problème. » « Parce qu'il y a 12 chapitres, on en est à 3. » « Oui, bon, ça va. T'en as 1, 2, 3, au bout de 10, t'as envie de les frapper, mais tu peux pas parce que c'est pas dans ton contrat. Il y a la peur de ne pas faire tenir le contenu des cours en 55 minutes. Il y a la panique à l'idée d'être en retard sur le programme, sur les notions, etc. En fait, avoir un métier, quel qu'il soit, c'est être dans cette perpétuelle course contre la montre. Citez-moi un seul métier dans lequel le temps n'est pas une donnée contraignante. C'est impossible. Dans le travail, on traverse l'étendue du temps en chevauchant un truc qui n'est pas plus gros qu'un atome et qui s'appelle l'instant présent. Le présent, c'est probablement la chose la plus inconfortable qui soit. C'est un vrai tapis de fakir, vous savez, avec les clous sous les fesses. Le présent, à peine apparu, court se réfugier dans les oubliettes du passé. Le futur se transforme en passé, à la vitesse de l'éclair. C'est ça qui est impressionnant, et c'est comme ça qu'on pourrait finalement le mieux définir le présent. Le présent, c'est une usine qui tourne jour et nuit, c'est une usine à fabriquer du passé, tout le temps. À fabriquer des souvenirs, à fabriquer des remords, des regrets. J'ai pas vu la journée passer, on s'est tous dit, j'ai pas vu l'année passer, j'ai pas vu ma vie passer, et là, ça craint quand même un petit peu. Alors cette peur du temps, c'est pas du tout quelque chose de nouveau dans nos civilisations. Est-ce que vous connaissez la forme qu'on a donnée au temps dès les premières civilisations grecques et latines? Quelle était la représentation qu'on donnait du temps? C'est... Oui, il y avait le sable dans le sablier, mais il y avait carrément une personnification à travers un personnage qui représentait le temps. Le dieu Chronos, exactement. C'était Chronos chez les Grecs et c'était Saturne chez les Romains. Et voilà comment on représente le dieu Chronos en peinture. Je vais vous montrer une peinture de Goya. Voilà, ça, c'est Chronos. Plutôt sympa, hein, comme mec, assez cool. Chronos, représenté par Goya, c'est une espèce de monstre mythologique qui dévore ses propres enfants. Ses propres enfants, c'est nous. Chaque jour, un peu plus, nous disparaissons dans la gueule de Chronos. Chaque jour nous rapproche un petit peu plus de la fin. Aujourd'hui, un peu plus mort qu'hier, et bien moins que demain, disait Pierre Desproges. Funky, hein, je sens que là vous vous dites j'ai bien fait de venir, moi, en plus il fait chaud, c'est cool. Le temps, c'est un compagnon d'autant plus désagréable qu'il a l'air perpétuellement de se foutre un petit peu de nous. Ça, c'est un vrai paradoxe qui a été soulevé par le philosophe Arthur Schopenhauer. Le temps a l'air de se moquer de nous dans la mesure où vous avez sans doute remarqué que quand vous passez un moment agréable, systématiquement, les choses ont l'air de s'accélérer. Le temps a l'air de passer à une vitesse complètement dingue. Imaginez, vous représentez le truc, c'est un beau soir d'été, vous faites un barbecue, il y a des amis, il y a du bon vin, de la bonne compagnie, etc. Et tout d'un coup, quelqu'un vous demande l'heure. Et là, en regardant votre montre, comme ça, en ayant le mouvement, vous dites, bon, il y a un quart d'heure, il était 11 h, donc là, il est 2 h du matin. Et là, un gros missing time, quoi. Vous dites, vous avez été enlevé par des extraterrestres, c'est pas possible, il manque 3 heures à ma vie. C'est un truc qui est incroyable. C'est à l'inverse aussi ce qu'on retrouve, par exemple, imaginez une autre situation, vous avez fait une grosse bourde comptable et vous êtes convoqué chez votre banquier. Et là, au moment où vous rentrez dans le bureau du banquier, vous avez l'impression que vous êtes dans un film en slow motion. Vous savez, le banquier qui vous fait « Bonjour, asseyez-vous ». Et là, j'ai passé quand même un sale quart d'heure qui va paraître durer 8 heures. Et ça, c'est le gros paradoxe du temps, c'est le gros problème qu'on a avec le temps, c'est que, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à le maîtriser. Sa durée ne va pas dépendre de vous, mais va dépendre de facteurs totalement extérieurs que vous ne pourrez jamais maîtriser et vous ne pourrez jamais l'emprisonner. Ça, c'est un vrai paradoxe. Et la philosophie adore les paradoxes. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? On va revenir sur la notion rapidement. Un paradoxe, c'est une proposition qui va découler sur deux solutions qui sont contradictoires. On va prendre un exemple. Je vais vous donner une phrase paradoxale. Là, en ce moment, je suis en train de vous mentir. Si je vous dis la vérité, c'est faux. Et si je vous dis un mensonge, alors c'est la vérité. C'est un mensonge vrai, une vérité fausse. C'est un paradoxe. C'est comme d'imaginer un nain qui ferait 1,90 m de haut. C'est un paradoxe. C'est comme d'imaginer une personne très grosse qui pèserait 52 kg. Paradoxe. Imaginez un abruti qui devient président des États-Unis. Non, ça c'est un mauvais exemple. Donc le temps, c'est le gros paradoxe de notre vie. Parce que même si nous savons très bien que nous ne pourrons jamais l'emprisonner, jamais le domestiquer, nous nous acharnons à essayer de lui donner une forme,
un repère. Par exemple, un exemple tout simple, dans nos civilisations, l'objet qui symbolise le mieux le temps qui passe, qu'est-ce que c'est? C'est le cadran des horloges, le cadran des montres. Comme si le temps était cyclique. Comme si le temps pouvait être, son essence même pouvait être emprisonné dans un truc tout rond, comme un bocal de poisson rouge. Je maîtrise le temps, il m'appartient parce que j'arrive à le faire tourner en rond. Le temps, c'est quoi? C'est un petit animal domestique qui va tourner en rond perpétuellement. La grande aiguille est sur le 6, la petite vient de dépasser le 2, il est 2h30. Ça, c'est le truc qui nous rassure le plus au monde. Savoir où on en est, savoir où le temps en est. J'ai vaincu le temps. J'ai gagné ma bataille contre le temps puisque j'ai réussi à le mettre en cage, à l'emprisonner, à le faire tourner en rond perpétuellement. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin. L'année dernière, nous étions le 27 juin. L'année prochaine, nous serons le 27 juin. Mais ce repère qu'on donne au temps, finalement, c'est juste une illusion. À peine une sensation qui s'approche de toi, que tu touches du doigt, puis qui s'en va, qui n'est plus là. Blague de prof, c'est toujours un peu consternant. Le temps, en philosophie, ça a toujours été un sujet extrêmement préoccupant. La philosophie, depuis l'Antiquité, est très gênée pour essayer de décrire le temps, pour essayer d'en parler et pour essayer de le maîtriser. Au IVe siècle après Jésus-Christ, il y a un philosophe dont vous avez forcément entendu le nom, il s'appelle Saint Augustin, et Saint Augustin a la phrase suivante pour décrire le temps. C'est une phrase qui fait encore référence, on le sort dans tous les cours de philosophie. Saint Augustin a dit cette très belle phrase: « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais. Mais si quelqu'un me le demande, alors je ne le sais plus. » Vous voyez le truc? C'est-à-dire que c'est à la fois la chose la plus intime qui nous accompagne depuis notre naissance, le temps, mais en même temps, on est totalement incapable de le décrire. Imaginez un gamin de 3-4 ans qui vous pose la question, vous savez, quand ils sont à cet âge super vicelard, là, pose des questions, on n'arrive jamais à y répondre, c'est horrible. Et les gamins, c'est quoi le temps? Vous répondez quoi en fait? Écoute, le temps, c'est le temps, hein, c'est comme ça. Et puis bon, voilà, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Forcément, le gamin, tout de suite, ce qu'il va se dire, c'est le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est aussi assez paradoxal. Et pourtant, le temps, c'est ce qu'il y a de plus intimement lié à nous. C'est quand même bizarre de ne pas arriver à décrire ce qui nous colle à la vie, ce qui nous colle à la peau. C'est pire que le sparadrap du capitaine Haddock. Vous savez, dans Tintin, le capitaine Haddock n'arrive pas à se débarrasser du sparadrap. Nous, on n'arrive pas à se débarrasser du temps, et pourtant, il nous embarrasse, il nous gêne, il nous pèse constamment. Alors, il y a un autre philosophe, après Saint-Augustin, qu'on peut évoquer, c'est un petit peu plus loin dans le temps, fin 19e, début 20e siècle, un philosophe français qui s'appelait Henri Bergson. Et Henri Bergson proposait la définition suivante du temps qu'on va retenir. Bergson disait que le temps, c'est une donnée immédiate de la conscience. C'est-à-dire que le temps, on n'a pas besoin de réfléchir pour réussir à le ressentir. C'est un ressenti pur. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, et même quand on a des pensées inconscientes. Par exemple, quand on rêve, la nuit, on fait tous nos rêves de façon spatio-temporelle. C'est-à-dire que tout est organisé dans nos rêves comme si du temps se passait. Seulement, des études ont démontré qu'en fait, le temps de nos rêves n'est pas le même temps que le temps du sommeil. En fait, ce qui vous paraît durer 10 minutes ou 1 heure dans un rêve, en fait, ça dure à peine quelques secondes. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on arrive, nos pensées inconscientes arrivent à recadrer une approximation du temps qui n'est pas vraie, mais qui fait illusion chez nous. Donc si on résume, le temps, c'est une sorte de compagnon avec lequel on vit, qu'on n'arrive pas à définir. Du coup, quand on parle du temps en entreprise, ça coince un petit peu. Parce qu'en entreprise, finalement, la donnée la plus essentielle, la plus importante, c'est la donnée du temps. Il nous embarrasse, il nous gêne, plus que jamais en entreprise. Imaginez une journée où le temps serait toujours de votre côté. Imaginez une journée où vous arrivez à paramétrer totalement, complètement, définitivement, tous les aspects du temps. Ça vous est déjà arrivé, ça? Une journée de travail où vous avez géré complètement le temps? Oui? Menteur. On parlait tout à l'heure d'Henri Bergson, il y a des gros mythos dans cette salle, c'est impressionnant. On parlait tout à l'heure d'Henri Bergson, et Henri Bergson, dans sa définition du temps, va dire que nous vivons 2 formes de temps. Il y a d'abord le temps de la durée, c'est le temps de notre conscience, c'est celui qu'on ressent à chaque instant. Nous sommes baignés à l'intérieur même du temps. C'est un peu comme si on était lancé dans un train à pleine vitesse, et ce train-là, on n'a aucune idée finalement de la vitesse qu'il a, on n'a aucune idée de la forme qu'il a, parce que personne n'en est jamais descendu et remonté pour le décrire. Les gens qui en descendent de ce train, ils n'y remontent jamais. Ça, c'est le temps intime, le temps de la durée. Et puis, il y a une deuxième forme du temps, nous dit Henri Bergson, c'est le temps des horloges, le temps des calendriers. Ce temps-là, c'est un temps qui est mathématisé. On arrive à en avoir une représentation. Par exemple, si je vous dis, représentez-vous dans votre tête un quart d'heure, vous y arrivez ?
je vois ce que c'est qu'un quart d'heure. On arrive à se représenter spatialement ce que c'est qu'un quart d'heure. Or, un quart d'heure, ça n'a strictement aucune forme. Et pourtant, on arrive à en avoir une représentation mentale. Encore plus fort, je vous demande de vous représenter dans votre tête un mardi après-midi. Vous voyez à quoi ça ressemble un mardi après-midi ? Vous arrivez tous à localiser, à spatialiser le mardi après-midi. Et pourtant, un mardi après-midi, ça ne ressemble strictement à rien. Et pourtant, on arrive à se représenter ce qui est totalement irreprésentable, c'est-à-dire des morceaux, des tronçons du temps. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu, puisque le talk passe et on va en arriver à la conclusion. Ce temps que nous traversons dans nos journées d'entreprise, c'est justement le temps mathématisé. C'est-à-dire que quand on est sur son lieu de travail, on n'est pas dans le temps de la durée, on est vraiment dans le temps spatialisé, mathématisé, dans le temps des horloges, dans le temps qui est découpé, qui est morcelé, qui est construit comme ça. Mais c'est une pure construction. Et il y a un concept qui est apparu il n'y a pas longtemps dans le milieu du travail, s'appelle le slow working. Qu'est-ce que c'est que le slow working? Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler de cette notion de slow working. Le slow working, c'est un concept selon lequel pour gérer le temps en entreprise, il ne faut pas se raccrocher au temps des horloges, au temps mathématisé, au temps spatialisé. Il vaut mieux se raccrocher au temps de la durée. Parce que finalement, nous ne sommes rien d'autre que nous-mêmes. C'est-à-dire des personnes individuelles, des personnes subjectives, plongées dans une vision très personnelle du temps. Donc, votre façon de gérer votre temps, ce n'est pas celui des horloges, ce n'est pas celui qui est imposé par l'extérieur, malgré tout ce qu'on peut se représenter quand on est dans le travail. On se dit toujours, mais je suis pressé par le temps. C'est nous qui devrions presser le temps finalement. C'est nous qui devrions maîtriser ce temps-là. Alors, pour mieux vous rendre compte de ce que c'est que ce temps de la durée, ce temps de la conscience, je vous propose de faire une petite expérience. Alors, essayez de jouer le jeu. Je vais faire démarrer mon chronomètre et je vais faire se passer un certain moment, je ne vais pas vous dire combien de temps. Et pendant ce temps-là, je vous propose qu'on s'emmerde tous ensemble. On va s'ennuyer. C'est-à-dire, ne comptez pas dans votre tête, ne parlez pas avec votre voisin, essayez juste de vous représenter en pleine conscience purement le moment présent. Et après, on pourra essayer de savoir combien de temps s'est passé justement selon le temps des horloges. Donc je vais lancer mon temps d'horloge et on va être dans la pure conscience du moment présent. Autre chose, ne pensez pas à ce que vous allez faire après, demain, ne pensez pas à ce soir, ne pensez pas non plus à ce qui s'est passé avant, soyez purement dans le moment présent. C'est parti pour s'emmerder tous ensemble. Allez, ça démarre. C'est bon? Alors, qui s'est emmerdé profondément? À votre avis, ça a duré combien de temps? 5 minutes? 5? 3? 2? 4? 5? On était sur 3 minutes. Donc c'est vrai que quand on lâche un petit peu prise sur un temps assez court comme ça, déjà on arrive un peu à des approximations, donc bravo à ceux qui ont trouvé 3 minutes. Mais finalement, c'était un jeu sans aucun enjeu. Parce qu'il aurait très bien pu se passer 20 minutes, il aurait très bien pu se passer 30 secondes. L'important, c'était vraiment de se reconnecter à soi-même à travers cette pleine conscience du moment présent. Et finalement, c'est un exercice que je peux vous conseiller tous les jours. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, c'est de ressentir la pesanteur du temps, où on va oublier justement ce temps des horloges. On va oublier ce temps où on va se dire, à telle heure, je dois faire ça. À tel moment, je dois faire ça. À tel instant, je dois rendre tel travail. Je dois, voilà. Et oublier cette idée d'obligation, de résultat, de choses comme ça, pour être dans une pure et pleine conscience du moment présent. Ça prend pas beaucoup de temps par jour et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Oui, une question, jeune homme. Et à quel moment on doit penser à ça? Quand tu veux. Absolument quand tu veux. Je ne suis pas un gourou d'une secte, je ne te donne pas des rendez-vous ponctuels. Non, ça peut être un exercice, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, mais c'est vrai que l'exercice de l'ennui, en plus, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, l'ennui est totalement interdit. Ça a une notion très péjorative. C'est-à-dire, quand j'ai commencé mon chronomètre, j'ai senti une sorte de flottement, de malaise parmi vous, parce que où est-ce qu'il nous emmène? On n'a pas le droit, on n'a plus le droit de s'ennuyer. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer? L'ennui, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Voilà, ce talk est maintenant terminé, je suis rattrapé par le temps des horloges. Merci pour votre attention et votre participation.